françaisdanslemonde.fr. Le podcast. Dis Rachel, raconte-moi une histoire. On va parler d'une belle histoire qui naît dans un livre qui s'appelle La simplicité feinte, direction New York. Mon invité aujourd'hui est Rachel Brunet. Bonjour. Bonjour. Content de te retrouver. Il s'avère que notre vie a déjà donné la possibilité qu'on se croise. Tu nous as envoyé quelques profils très sympas à interviewer il y a quelques années sur notre antenne. Tout à fait. Du temps où j'étais rédactrice en chef du petit journal New York et du petit journal Miami. Et c'est vrai qu'on a pu collaborer ensemble, hein, toi en journalisme radio et moi en presse écrite, en fait, sur des profils d'expatriés, en fait, qui portaient des projets un peu... parfois un peu fantasque et toujours très pertinent en fait. En tout cas, cette fois-ci, c'est toi qui es dans la lumière. On revient sur ton parcours. Tu es originaire de Provence, tu fais tes études à Aix, un master dans le domaine de la sociologie, et puis tout ça va t'amener à vivre une sorte d'expatriation. Tu m'as dit, direction la capitale, direction Paris, quand tu es encore toute jeune. C'est un choc quand on quitte sa Provence et ses cigales. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai eu 2 expatriations. La première, donc, après les études à l'université, donc, à direction Paris. En effet, quand tu es provençal et que tu arrives à Paris, il faut que tu t'acclimates, hein, comme si c'était un pays un peu différent, en fait. J'exagère un peu, c'est mon côté marseillais. Et la ville où tu es né, elle est connue par les amateurs de piano ? Oui, tout à fait. Je viens d'un petit village qui est au pied du Luberon. Alors là, je vous fais rêver. Hein. Et qui s'appelle La Roque d'Enterron et qui, depuis un peu plus de 40 ans maintenant, accueille chaque été le Festival international de piano. Voilà, je voulais en parler parce que c'est sûr, quand on est au bout du monde, qu'on écoute cette interview et qu'on connaît ce festival, ça fait forcément écho. En juillet 2012, tu t'en souviens précisément du mois, c'est pour dire que ça a dû te marquer. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'installes à New York. Alors là, cette fois-ci, c'est une vraie expatriation. Tu étais prête à ça, tu étais prête à changer tes codes culturels, la nourriture, la langue, tout changer ? Alors, en effet, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était le 16 juillet 2012, tu vois, on avait profité du dernier feu d'artifice juste avant de partir à Paris, de Paris du moins. Alors, est-ce que j'étais prête ? Oui, j'étais prête dans ce sens où je suis donc... ma carrière se scinde en 2 parties, donc un pied dans les médias, un pied dans le monde de la sociologie. Je suis arrivée en fait en tant qu'associée en fait dans une agence d'architecture et de design, en étant moi à la tête de la prospective urbaine. Mais avant d'arriver à New York, on avait fait un peu le tour du monde en fait dans une logique d'expatriation, enfin pas forcément d'expatriation, mais de développement à l'international en fait de notre compagnie. Et ce qui fait qu'on avait été de Hong Kong à Shanghai en passant par Moscou et San Francisco, pour trouver notre meilleur, où était notre marché en fait. Et c'est vrai que c'est sur la ville de New York que c'est tombé. Donc oui, j'étais prête. Maintenant, c'est pas parce que tu es prêt que tu ne te prends pas des coups de... des fois des sursauts en fait dans ta vie de tous les jours quand tu arrives. Et même, tu sais, ça fait 12 ans que je suis là et des fois je suis encore parfois choquée de ce que je vois mais c'est comme ça fait partie de la vie d'une expat. D'autant que l'Amérique de 2023 nous étonnera toujours, notamment sur ses grands discours politiques, c'est cette espèce d'Amérique qui se coupe en 2 petit à petit. Oui, alors je crois que l'Amérique en fait s'est coupée en 2 avec la précédente élection, hein, quand Trump est passé au pouvoir. C'est vrai que là en fait j'ai quand même l'impression que les États-Unis en fait se sont divisés un peu en une espèce de 2 clans en fait, un vrai clivage américain. Et je crois qu'après le Covid a continué un petit peu de diviser les États-Unis. Et là, on attend un peu de voir ce qui se passe. Et puis là, on est encore plus dans un clivage avec ce qui se passe en fait au Moyen-Orient, au Proche-Orient en fait. Et là, c'est vrai qu'on le ressent très clairement aux États-Unis. La situation est vraiment la situation politique et sociologique en fait est compliquée, je trouve ici.
Alors justement, on parlait de la sociologie et du journalisme. Quelque part, il y a des passerelles. Hein, c'est un peu l'étude des relations et forcément, du coup, toi, tu aimes t'intéresser et raconter des histoires. C'était mon chapeau d'intro. En l'occurrence, tu as une jolie plume. On te propose souvent d'écrire pour des gens qui ont des parcours. Là, tu t'es intéressé à un artiste franco-américain qui s'appelle Béju. Et son personnage que tu vas nous présenter, Dudali. Comment est arrivée la rencontre avec cet artiste franco-américain ? Alors, je l'avais interviewé à l'époque du petit journal Miami, parce que il avait de l'actualité, il venait de faire des expositions. Donc, c'est vrai que j'avais écrit 2 articles sur lui, et il avait été très content, en fait, parce qu'il m'avait dit « Tu es la seule journaliste qui a compris, enfin, pas compris ce que je racontais, mais qui a compris le sens de mon travail, en fait. » Et il avait été séduit par ça, en fait, parce que c'est vrai qu'on me félicite souvent sur ma plume, mais aussi sur la qualité de mes articles. Et c'est vrai que je vais toujours en profondeur, en fait, dans ce que j'écris. Et ces bons premiers échanges, on va dire, professionnels, ont fait qu'il m'a demandé, en fait, d'écrire ce livre. Qui sort et qui s'appelle La simplicité feinte. Alors, La simplicité feinte en français et en anglais, disponible sur la plateforme Rencontre des auteurs francophones, que tu m'avais d'ailleurs invité à interviewer à l'époque, et également sur la plateforme Amazon. Alors là, tu t'es intéressé à la vie personnelle de l'artiste, à ses influences, à ses voyages, à ses rencontres. Tu t'es un peu immergé dans son univers pour pouvoir écrire ? Oui, alors bon, il faut garder à l'esprit que je suis à New York, il est en Floride. Donc en fait, je me suis immergée à distance, on va dire. Donc c'est vrai que c'était beaucoup de... Pour écrire un livre sur quelqu'un, il faut le découvrir. Il faut découvrir ce qu'il fait, il faut comprendre ce qu'il pense et comment est-ce qu'il pense. Donc c'est vrai que ça a été des heures d'interview au téléphone. Et de ces heures d'interview, eh bien, écoute, l'écriture a été très fluide, hein, parce que j'ai écrit le livre en même pas 2 mois, en fait. Mais ça, c'est ma capacité à écrire assez vite, en fait, en tant que journaliste. Et voilà, donc en fait, dans ce livre, eh bien, j'amène en fait le lecteur donc, dans la vie personnelle, dans les influences, dans les voyages, les rencontres, les réflexions intimes, en fait, de Béju, donc cet artiste franco-américain installé près de Miami, à West Palm Beach. Et j'ai voulu que ce livre, en fait, aille au-delà de la simple curiosité biographique, qui soit un véritable reportage, en fait, sur l'artiste et sur tout ce qui environne, en fait, cet artiste, de façon à ce que un amateur d'art, mais quelqu'un qui est un peu en retrait aussi du monde artistique, eh bien, puisse découvrir les coulisses, en fait, de l'univers artistique. Toi, tu te promènes dans la rue, tu vois une installation. Tu sais pas comment est-ce que cette installation est arrivée là, en fait. Tu vois une belle sculpture, que ce soit de street art ou de quelque chose d'un peu plus traditionnel. Tu sais pas comment c'est arrivé là. Moi, dans ce livre, en fait, j'explique en fait comment un artiste installe son art dans l'espace urbain et quelles sont les démarches, en fait, et tous les longs processus, en fait, auxquels il doit faire face. Donc, si tu veux, c'est sur l'artiste, mais c'est sur tout l'environnement artistique autour. Rachel, j'imagine que tu as déjà d'autres histoires dans le coin de ta tête. C'est quoi le projet pour 2024 ? Alors là, je suis très contente de porter ce projet qui est en continuité, en fait, de tout ce que j'avais fait au Petit Journal, à savoir raconter des histoires, en fait, d'expatriés. Tu auras sûrement un meilleur chiffre que moi, mais on est à peu près à la louche, hein, mais 1 600 000 Français à vivre hors des frontières françaises chaque année. On est même sur un 3,5 millions en ce moment. Hein. Alors, donc du coup, c'est le dernier chiffre, plus ou moins la fourchette, elle tombe entre 3 et 3,5 millions, ce qui est très étonnant, d'autant qu'on n'en parle jamais de ces 3 millions de Français. Oui, parce que moi j'avais le chiffre de 2022. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il va falloir que je revérifie. Après, évidemment, il y a tous les chiffres qui sont officiels et le non officiel qui est à peu près x2. Moi, je te parle de ceux qui sont inscrits sur les registres des Français de l'étranger. Voilà, ceux qui font la démarche d'aller au consulat. Donc, il y a les malins qui le font pas. On est d'accord. Et qui devraient le faire d'ailleurs, parce que comme on a traversé notamment une pandémie ou quand il y a des situations qui sont difficiles, on n'arrête pas de rappeler que c'est quand même mieux de s'inscrire, mais il y en a qui préfèrent ne pas le faire. Après, chacun est libre. Donc... chacun fait comme il veut.
Et en fait, si tu veux, j'ai eu à cœur de sortir de l'univers des médias, enfin, du journal traditionnel, en fait, pour me dire il y a un autre moyen de raconter des histoires, en fait, et par le biais de livres, en fait. Il y a des histoires entrepreneuriales, il y a des histoires politiques, il y a des histoires diplomatiques, il y a des histoires humanitaires, artistiques ou culturelles. Il y a tellement d'histoires à raconter. Et ces histoires, elles ne sont pas faites juste pour être racontées, juste pour flatter la personne sur qui tu écris. Elles sont faites pour donner une influence, asseoir une excellence, un savoir-faire, mais aussi inspirer. Tout à l'heure, on parlait peut-être en off d'une ambiance un peu morose. Moi, je crois que le livre, c'est quelque chose qui inspire. Je crois que, en tant que journaliste, on a ce devoir aussi de dire aux Français qui sont en France, regardez ces histoires qu'on a à l'international, en fait. Regardez ces gens qui ont commencé. Alors, on a aussi des Steve Jobs, aussi en France, mais regardez cet entrepreneur, en fait, qui a monté une licorne. Enfin, on a des histoires de fous à raconter. On a des histoires qui pèsent moins de millions et de milliards, mais on a aussi de belles histoires à raconter dans l'humanitaire, dans la diplomatie. Aujourd'hui, la diplomatie, je veux dire, c'est quelque chose de central au contexte dans lequel on vit. On a des histoires diplomatiques à raconter. On a tant de personnes, en fait, qui ont besoin de relater, en fait, ce qu'ils font, que j'ai créé donc cet univers éditorial qui s'appelle Talent. Et qui comprend 3 collections d'ouvrages, en fait. Donc, une collection de success stories dans laquelle je parle d'entrepreneurs, femmes et hommes, pour inspirer. Parce que derrière des succès, il y a aussi des échecs. Et il faut raconter tout ça, en fait, pour donner du baume au cœur à tout le monde et pour que ceux qui sont en train de se casser la figure se disent c'est normal de se casser la figure à un moment donné dans une carrière parce qu'on rebondit après, en fait. Donc, ça, j'ai envie de le dire. En l'occurrence, je comprends bien ce que tu veux dire. J'ai fait 2048 podcasts qu'on appelle des podcasts inspirants. C'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez fiers de nos Français de l'étranger qui ont des vrais talents et dont on ne parle jamais. Alors là, pour le coup, on se rejoint. Moi, c'est plein de toutes petites histoires et toi, c'est des plus longues histoires à découvrir. Du coup, ça veut dire qu'on se retrouvera en 2024. Mais tout à fait, parce que voilà, donc il y a ma collection Success Stories, il y a ma collection politique, diplomatie humanitaire et la collection artistes et culture. Donc c'est vrai qu'on va sûrement se retrouver autour de belles histoires. Toi, on prend du temps pour un podcast. Dans la presse écrite, on a à peu près 2000 mots pour faire un beau portrait. Sachant qu'on va perdre le lecteur en cours de route parce que c'est 10 minutes de lecture, c'est un peu long. 10 minutes d'écoute, c'est génial parce que tu le fais chez toi, tu le fais dans ta voiture et c'est super. Moi, je prends le format du livre parce que le livre, c'est quelque chose de précieux pour moi. C'est quelque chose d'inspirant, c'est quelque chose qu'on garde. Et c'est quelque chose qui est là pour... Qui laisse une trace. Ouais. Exactement. Au-delà de ça, en fait, moi, j'ai envie de dire, on est plein de talents à l'international. Au national aussi, je ne dis pas que les Français ils sont talentueux que quand ils sont partis, pas du tout. On est d'accord. Mais j'ai envie de dire aussi, voilà, regardez, en étant expatrié, on est un peu ambassadeur de notre pays. On porte un peu les couleurs de notre pays et pas que pendant la Coupe du Monde ou pendant les JO avec le billet de métro à 4 euros. Mais ça va, ils ont fait un pass à 16 balles par jour. Ça va, on peut pas se... Nous sommes sauvés. Mais voilà, en fait, si tu veux, le truc de l'ADN de Talent, c'est de dire aux Français, où qu'ils soient dans le monde, en France ou ailleurs, regardez tous les beaux talents que nous sommes et regardez toutes ces belles histoires inspirantes. Et quand on se casse la figure, c'est pas grave, on rebondit et on fait quelque chose de beau derrière. Voilà. On se retrouve sur le positif. Absolument. Rachel Brunet, ça s'appelle La simplicité feinte. Le lien pour trouver ce livre est dans ce podcast. Merci beaucoup. New York aujourd'hui, Paris un petit peu avant et puis Provence au début. C'est quoi la prochaine étape ? On va sur Mars ? Non, je crois pas. Écoute, je vais rester encore quelques années à New York. Et puis après, je verrai. Tu sais, je suis maman d'un adolescent qui est à l'équivalent de 3e en France. Donc, dans 4 ans, il rentrera à l'université. Où est-ce qu'il ira ? J'en sais rien.
Et puis moi, où est-ce que j'irai? J'en sais rien non plus, on verra. Tu sais, on peut jamais trop savoir ce qu'on va faire dans quelques années, on verra. Mais j'espère quand même finir ma vie au soleil de Provence. J'avais bien compris. À suivre. Merci Rachel. À très vite. Merci Gauthier, à bientôt. Françaisdanslemonde.fr